Bonjour Louis. Avec Bonjour. Si haut soit la montagne, son premier recueil de nouvelles qui est aussi sa première incursion dans la fiction, Louis Meunier nous entraîne dans un voyage envoûtant dans les montagnes d'Asie, des monts irakiens aux confins de l'Afghanistan, en passant par les crêtes du Pamir, le Tadjikistan ou encore les versants de l'Himalaya. Alors Louis, peut-être que d'abord tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ces montagnes-ci comme décor, voire comme personnage principal en fait de ces 8 histoires. Alors moi j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps dans cette partie du monde, dans les montagnes en particulier, depuis la fin des années 1990. Je me suis beaucoup promené en Inde, au Tadjikistan, en Iran, en Irak et aussi beaucoup en Afghanistan. En Afghanistan où j'ai passé une douzaine d'années. Et beaucoup dans les montagnes, en compagnie de bergers, de tribus nomades, de montagnards, d'alpinistes parfois. Et voilà, je voulais partager cet émerveillement que moi j'ai ressenti en parcourant ces montagnes, qui sont déjà très très belles. C'est des paysages à tomber par terre, grandioses, beaucoup plus haut que nos Alpes, avec des altitudes faramineuses. Et puis aussi des gens, une population vraiment très attachante, avec une culture très très riche et des histoires aussi vraiment étonnantes. Parce que finalement, dans ces confins de montagne, on croit être au bout du monde et en fait, on est au centre du monde. On est là où les empires, les cultures s'entrechoquent. On est aux confins des monts indiens, des monts chinois, du monde indien, du monde chinois, du monde perse, du monde occidental aussi. L'Afghanistan est resté grec pendant très longtemps. Et voilà, et cette effervescence a donné lieu à une éclosion de cultures, de traditions, etc. Et c'est aussi une terre d'aventure dans laquelle tout est possible. Et voilà, moi j'ai eu la chance de parcourir l'Afghanistan à cheval, j'ai eu la chance aussi d'organiser la première ascension du plus haut sommet d'Afghanistan qui culmine à 7500 mètres. J'ai eu la chance de mener beaucoup de projets dans ces régions et, voilà, et je voulais partager mon amour, mon émerveillement pour ces montagnes que finalement on connaît très très peu. C'est une région qui est couverte par l'actualité de la presse, mais on s'arrête souvent à des clichés, à la trilogie Opium, Taliban, Burqa, par exemple, pour l'Afghanistan, alors que derrière, il y a une réalité qui est beaucoup plus riche, une réalité qui est fascinante. Et donc voilà, je voulais gratter un petit peu la surface pour partager tout ça. Alors, tu as déjà publié 2 livres précédemment, avant ce recueil de nouvelles, qui étaient des récits. Pourquoi est-ce que la fiction s'est imposée cette fois-ci et quel impact ça a pu avoir sur l'écriture et sur ton rapport au réel? C'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre directement. Alors moi, je fais des films et certaines de mes aventures ont donné lieu à des films, donc je voulais pas me répéter. Et puis en fait, passer dans la fiction me donnait une certaine liberté par rapport au réel. Je voulais pas divulguer l'intimité de certaines personnes. Dans toutes mes histoires, je parle de choses fortes, je parle de survie, je parle de drame, je parle de déchirement, je parle aussi tout n'est pas noir, je parle aussi de joie forte, intense, mais c'est souvent des histoires très intimes et je voulais pas dévoiler l'intimité de personnages. Je voulais aussi prendre une certaine liberté par rapport à la réalité. Sachant que la réalité est souvent beaucoup plus forte que la fiction, et dans tout mon vécu, j'ai trouvé beaucoup d'aventures extraordinaires. Et donc j'ai plutôt aggloméré tous ces éléments vécus ensemble pour en faire des histoires. Voilà, que je raconte l'histoire d'une alpiniste partie gravir le plus haut sommet d'Afghanistan, ou d'un chasseur perdu dans les montagnes, un réfugié afghan qui quitte ses montagnes natales pour revenir vers la France. Voilà, tout ça c'est inspiré de faits, de personnages que j'ai croisés et voilà, dont je voulais partager les existences. Donc c'est un recueil qui a un parti pris littéraire très affirmé, avec une écriture tout à fait poétique et en même temps d'une grande sobriété, avec une vraie économie de moyens, et des formes qui empruntent parfois à celles du conte, comme par exemple dans la nouvelle qui s'intitule L'enfant et la grue, dont tu peux peut-être nous parler un peu plus longuement. Oui, alors L'enfant et la grue, c'est une histoire qui se passe dans le nord de l'Inde et c'est l'histoire
d'un enfant qui était choisi par ses parents pour s'occuper du troupeau, alors que tous les autres frères et sœurs sont partis étudier. Et ce petit garçon rêvait d'étudier. Et finalement, il lui arrive pas mal de choses. Et il va s'occuper d'un animal blessé, une grue qui normalement fait la migration et qui reste en altitude, près du lac où il habite. Et donc l'enfant va s'occuper de cet oiseau. L'enfant va s'occuper aussi de son grand-père qui est en fin de vie. Et voilà, il va lui arriver plein de choses. Et c'est surtout un parcours initiatique qui va lui permettre de regarder le côté positif de l'existence. Moi, ce sont des personnages que j'ai croisés lors de mes pérégrinations dans cette région du monde. Et voilà, je voulais raconter un petit peu leur existence, leur témoigner de leur chemin de vie à travers une histoire un peu poétique. Effectivement, je ne voulais pas retranscrire les choses de manière un peu journalistique, comme je le fais parfois dans mes films, dans mes documentaires. Donc j'emprunte à la forme du conte, et c'est vrai qu'il y a tous les éléments pour faire rêver, avec des gens qui, dans leur quotidien, incorporent cette magie. Ils ont un regard qui est très neuf, parfois un petit peu naïf sur les choses. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire partager à hauteur d'homme. Et souvent dans mes nouvelles, les personnages parlent à la première personne. Donc je voulais vraiment qu'on voit les choses à travers leur œil, à travers leur manière de regarder le monde. Et ce qui est intéressant, je trouve, ce qui revient assez souvent dans la plupart de ces nouvelles, et j'y pensais quand tu parlais de l'enfant et la grue, c'est que la montagne, elle est une montagne au sens physique du terme, mais c'est aussi une montagne à gravir spirituellement parfois, presque un élément symbolique, psychologique, et on est souvent dans des histoires de sorte de cheminement aussi intérieur finalement. Oui, c'est ça. Tous mes personnages ont vraiment une lutte intérieure, en fait, une montagne à gravir ou une montagne intérieure à défendre, avec des convictions auxquelles ils s'accrochent. Parfois, ce sont des gens qui n'ont absolument rien, qui n'ont pas de possession, en tout cas selon nos repères occidentaux, mais ils ont des valeurs intérieures auxquelles ils s'accrochent, qui défendent parfois envers et contre tout. Et donc, effectivement, cette montagne, elle est aussi bien devant les yeux qu'à l'intérieur de soi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de commun à tous les montagnards du monde entier, à un esprit tourné vers l'absolu. Effectivement, quand on a grandi sous des pentes verticales, avec le soleil qui n'éclaire que quelques heures par jour, je crois que ça forge une certaine idée de la réalité, ça forge le caractère. Et c'est pour ça que les Afghans, par exemple, ont vraiment un tempérament bien trempé, à savoir se contenter de peu, des gens très durs au mal, qui ont une spiritualité débordante parce qu'elle les entoure. Et voilà, il y a beaucoup de poésie dans la vie de tous ces gens-là, et ce que je voulais raconter un petit peu dans mes nouvelles. C'est ce qu'on retrouve vraiment bien dans les 8 nouvelles qui composent donc ce recueil qui s'intitule « Si haute soit la montagne » et qui nous emporte donc dans ce monde effectivement assez peu ou mal connu que sont les montagnes d'Asie, mais où on retrouve quelque chose de tout à fait universel et poétique. Merci beaucoup Louis. Merci Lisa.